C'est l'interview politique et on reçoit ce matin Ramayad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à la présidentielle et ancienne ministre sous le mandat de Nicolas Sarkozy. D'abord, pour commencer, ces images qu'on va découvrir ensemble, des messes hier en hommage au Père Hamel dans toute la France. Messe du dimanche en présence de nombreux musulmans qui ont fait le déplacement. Écoutez cette réaction hier à Lens et on va en parler dans quelques instants. Pourquoi je suis venu ici? Déjà pour soutenir toutes les communautés, mais plus généralement toute l'humanité. Là, on arrive dans des actes plutôt barbares. Et c'était important pour nous, musulmans. Cette messe, j'étais bien, parce qu'on était réunis ensemble, chrétiens, hébreux, musulmans et athées aussi, parce que l'islam, c'est pas aux Arabes, l'islam, c'est universel. Pour nous, c'est normal en fait. Nous, personnellement, c'est normal. Peut-être pour d'autres personnes, ils ne comprendront pas, mais nous, c'est une normalité. Ce qui s'est passé hier dans les églises, c'est l'une des meilleures réponses possibles au terrorisme ? Écoutez, c'est une réponse au terrorisme symbolique. Symbolique parce que le but de Daesh est bien sûr de monter les communautés, entre guillemets, les unes contre les autres et de provoquer une sorte de guerre civile en France. Donc c'est un geste symbolique, mais ce n'est qu'un geste qui ne dure que le temps de ces cérémonies. Mais cela ne nous empêchera pas de devoir nous retrousser les manches pour réellement apporter des réponses très concrètes par rapport aux 1436 Molenbeek français, disait un ministre de la République, par rapport à la désolation scolaire, par rapport aux 30%, à 40-50% de chômage qui règne dans les quartiers populaires, par rapport à la question des discriminations et par rapport enfin à la question, et j'aurais d'abord dû commencer par ça, de la sécurité et de la lutte antiterroriste. Ça n'empêchera pas de poser la question des moyens du renseignement, du pôle antiterroriste, la question des bombes en Syrie et en Irak, leur efficacité, et puis évidemment la question de la politique d'intégration que nous menons dans notre pays. Le danger, on le sait aussi, c'est l'amalgame persistant. Est-ce que ça pourrait tout faire basculer ? L'amalgame est une tentation facile pour quiconque aujourd'hui vit dans la peur, et c'est le cas des Français. Mais pour nous en sortir, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette forme de démission collective, de lâcheté des pouvoirs publics qui consiste à ne pas dire les choses, à ne pas voir les choses. Et ça fait 30 ans d'incurie politique que nous payons aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que la France est un pays qui est davantage frappé que les autres. C'est parce que nous avons des fragilités, des fractures identitaires lourdes, béantes. Et donc pour y répondre, et ça va mettre des années, c'est-à-dire qu'au-delà des questions sécuritaires immédiates qu'il faut régler parce qu'il faut rassurer les Français, eh bien il va falloir, on a 30 ans devant nous d'un travail monstrueusement important sur tous les fronts pour pouvoir résorber cette fracture identitaire. Ça veut dire aussi que les musulmans de France ont un rôle essentiel à jouer ? Alors, je suis très, je ne comprends pas cette expression. En vérité, le pari historique de la République a été de dire, selon cette formule de Clermont-Tonnerre, il faut tout accorder aux musulmans, comme on le disait des juifs, en tant qu'individus et rien en tant que communauté. La notion de communauté n'a pas de place dans notre République. Et donc c'est à force justement de communautariser le débat et les réalités urbaine, sociale, économique, que nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire à cette situation de fracture. Nous devons rebâtir une nation. Et pour ça, nous devons d'abord lutter contre les inégalités pour réaliser ce pari républicain de l'égalité républicaine. Donc ça veut dire quoi? Lutter contre les discriminations, cesser avec ce sentiment d'exclusion, trouver du travail aux personnes qui vivent dans les quartiers populaires et qui sont un terreau de recrutement important pour l'État islamique. Je pense par exemple à la création d'une Silicon Valley des banlieues, puisque ce sont des créateurs d'entreprises 2 fois plus que le reste du pays. Peut-on s'interroger sur ce qu'ils apportent au pays? Et puis enfin, la question évidemment de l'école, parce qu'il faut repartir à la base. Nous avons une école délabrée, et en particulier dans ces quartiers populaires. On ne transmet plus de savoir. Il n'y a plus même, je dirais, au niveau des pouvoirs publics, de discours crédibles sur l'intégration, créateur de liens entre les hommes. Ça fait des années qu'on ne parle plus de ça. Si on vous écoute concrètement, c'est les banlieues, on les a abandonnées aujourd'hui, tout comme l'école. Mais même dans les médias, on ne parle plus de ce sujet. On n'en parle plus depuis les émeutes de 2005. Savez-vous qu'à la Courneuve, depuis quelques jours, ça brûle. Vous avez vu ce qui s'est passé à Beaumont-sur-Oise. Effectivement, ça brûle également. Et on en parle très peu. Alors que nous avons là les sources, les raisons principales de la fracture identitaire en France. On en parle peu parce qu'on a jeté, si je puis dire, un voile dessus, parce qu'on a démissionné. La faute à qui ?
Ramayad? À faute, je pense que politique? sur le terrain de la laïcité, par exemple, l'État a dévoyé la laïcité clairement. Il y a eu une démission. Il y a eu même du clientélisme électoral de la part de certains qui voulaient acheter la paix sociale. Il y a une époque où c'était les communistes qui encadraient les quartiers populaires. Et aujourd'hui, il y a un vide. Les services publics sont partis. Et donc, résultat, c'est là où on voit arriver ces fameux barbus. Donc, cette démission collective s'est traduite par comment dire, on a eu recours à la justice, finalement, pour régler les problèmes au cas par cas. On a rusé avec les principes de la laïcité. Mais la laïcité, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas l'interdiction des religions, ni même la liberté de faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire ces hommes d'église, musulmans comme catholiques, communier ensemble. C'est ça, la laïcité. Hier, Manuel Valls s'exprimait dans une tribune dans le JDD, vous l'avez sûrement lu. Il dit l'islam a trouvé sa place dans la République. Est-ce que vous êtes d'accord? Il dit surtout, il parle surtout de la question... Mais il dit cette phrase, elle est importante. Mais l'islam, ou les citoyens de confession musulmane sont très nombreux en France. Il y a, si on peut, grosso modo, parce que les statistiques ne sont pas autorisées en France, à peu près 6 millions de personnes, un peu plus de 2500 mosquées. Mais moi, je distingue les hommes d'église, entre guillemets, et les citoyens français, qui, eux, n'ont pas à se définir dans la République comme musulmans. Et il y a quand même une mise de la République de ce même gouvernement Valls qui parlait de franco-musulmans il n'y a pas si longtemps. Donc, d'abord, les mots. Ensuite, la réforme. La réforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête avec l'hypocrisie. On nous a expliqué que l'État ne pouvait pas financer les lieux de culte et résultat, on contourne cette loi-là pour les financer d'une manière ou d'une autre. On nous a dit il faut arrêter, parce que c'est ce qu'il dit, Valls, dans sa tribune, les financements étrangers. Mais quand on voit que... Pour être précis, pour que les gens nous écoutent, il y a 2500 lieux de culte musulmans en France, il y a 800 imams, 300 sont payés par des pays étrangers. Attendez, on met l'accent notamment sur l'Arabie Saoudite, en disant que c'est pas normal que l'Arabie Saoudite finance nos mosquées en France. Mais alors, c'est pas normal? Mais alors pourquoi, parallèlement, on vend des armes à ce même pays? Expliquez-moi la cohérence. Pourquoi on nous dit on n'a pas le droit et en même temps, par le système des baux amphithéotiques, le financement des lieux cultuels, comme des hammams, des choses comme ça, on finance quand même. Il y a un problème d'hypocrisie de la part des pouvoirs publics. Donc ça ne peut pas marcher à partir de là. Je crois que la loi de 1905 doit être appliquée sans accommodement, mais sans excès non plus, c'est-à-dire telle qu'elle est dans sa rigueur, mais aussi dans sa générosité. Ramayad, le salafisme est aussi directement pointé du doigt. Manuel Valls dit hier dans les colonnes du JDD, tous les salafistes ne sont pas djihadistes, mais presque tous les djihadistes sont des salafistes. Ça bien alors confirme. Il y a un problème. Votre position sur le sujet, et est-ce qu'il faut interdire tout simplement le salafisme en France? Je pense que les mosquées salafistes n'ont même pas à exister en France. J'étais il y a quelques temps de cela au Maroc. Les Marocains me disaient, mais nous, dès qu'on voit des mosquées où il y a des personnes radicalisées qui prêchent, on les ferme. Pourquoi notre main en France tremble-t-elle? Le résultat, c'est quoi? C'est que lorsqu'on laisse l'espace à ce type d'individus, ce sont tous les Français de confession musulmane qui sont effectivement amalgamés avec eux. Et aujourd'hui, on demande aux musulmans de s'exprimer, de prendre la parole. Mais on n'a jamais vu dans une république comme la France des individus, des citoyens français s'exprimer au nom d'une religion. Ce n'est pas le pari de la République. Cette manière d'essentialiser les individus, de n'être vu que par rapport à sa religion, à son ethnie, à son genre, c'est une manière de séparer les hommes. C'est une manière de détruire la citoyenneté française. Donc moi, j'en appelle à ce qu'on retrouve l'esprit de notre République. Ensuite, deuxièmement, parlons de choses très concrètes. La formation des imams. Il n'y en a pas en France aujourd'hui. Donc, résultat, ça se fait n'importe comment. Et effectivement, souvent par des pays étrangers. Pourquoi ne pas mettre en place un système de formation religieuse? Non pas en France, parce que c'est interdit à cause de la loi sur la laïcité, mais dans des pays étrangers, avec des accords de coopération clairs et transparents. Le Maroc le fait, par exemple, les imams avec l'étranger pour qu'ils viennent en France, c'est ça? Des franco, ceux qui ont une double nationalité notamment, parce que quand ils n'ont qu'une nationalité étrangère, le problème, c'est qu'ils ont du mal à parler français. Donc, à partir de là, ils ont une formation religieuse ailleurs, mais complétée, c'est le mais est important, par une formation profane en France, par un diplôme universitaire. Il y a en France 13 universités, à peu près une quinzaine d'universités qui délivrent ce type de diplôme, dont l'Institut catholique d'ailleurs, et qui permettrait d'avoir cette double formation, et donc des imams dûment formés, et non pas qui sortent de n'importe où, y compris même, j'ai vu des mosquées où on nous explique qu'il y a l'imam a fait de la prison. Non mais où a-t-on vu ça dans un pays digne de ce nom? Ramayad, pour lutter contre le terrorisme, Nicolas Sarkozy prône l'enfermement des fichiers S. Est-ce qu'il a raison?
Non mais les fichiers S, vous savez combien ils sont? Ils sont 20 000. D'une part. Ensuite, là-dedans... Attendez. Donc, Nicolas Sarkozy prône qu'on enferme 20 000 personnes. Bon, je vous rappelle que sur ces 20 000, il y a des zadistes qui sont hostiles à Notre-Dame-des-Landes. Donc, il a tort. Y a des hooligans. Bon, deuxièmement, il faut cibler sur les 10 000 qui sont une atteinte à la sûreté de l'État. Moi, je pense qu'il faut qu'on remette en place la Cour de sûreté. Parce que le code pénal, ça ne marche pas pour ce type de personnes. Hein. Ce n'est pas un droit qui leur est applicable. La Cour de sûreté, c'est une cour qui avait été créée en 1963 pour tout ce qui relevait d'atteinte à la sûreté de l'État et notamment d'actions de terrorisme ou de présomption. Et donc, ça a été supprimé en 1981 et finalement, cette question de terrorisme est tombée dans le droit commun. Je pense qu'on devrait, exceptionnellement, pour une période donnée, remettre en place cette Cour de sûreté. Et d'autre part, compléter cette action judiciaire par une action judiciaire internationale parce que ces hommes-là sont des criminels de guerre. C'est le droit de la guerre qui existe, qu'ils enfreignent. Et donc la Cour pénale internationale serait aussi utile. Dans le même temps, quand Marion Maréchal-Le Pen dit que la seule culture qui devrait avoir le droit de citer en France, c'est la culture française. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Je ne comprends pas ce que ça signifie. Oui, la culture française, et seulement la culture française. La culture française, oui, c'est très bien la culture française. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'elle reproche à... Enfin, je ne comprends pas, ce qu'elle veut dire. Le mot déradicalisation, vous l'entendez ou pas? Non. Non plus. Ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas parce que c'est trop tard. C'est trop tard. Comment voulez-vous revenir en arrière avec des esprits qui ont été... détourner de la raison. Il faut en fait s'attaquer au problème avant, c'est-à-dire à titre de prévention, avec les familles qui alertent et qui sont souvent pas entendues. Il faut aller voir aussi du côté des plus jeunes, les 13, 14 ans, 15 ans, qui sont des bombes à retardement, qui n'ont été formés qu'à ce type de culture-là, notamment par Internet. Déradicalisation, les centres, tout ça, c'est très bien, mais ça ne fonctionne pas avec des êtres pour lesquels il est trop tard pour intervenir. Voilà pour le terrorisme. Vous suivez, je le sais, de près l'affaire Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans décédé à Beaumont-sur-Oise le 19 juillet dernier lors de son interpellation par des gendarmes. Des circonstances de décès assez floues. La famille dénonce un acharnement sur la victime. Votre regard sur cette affaire ? Franchement, je suis assez sceptique sur le traitement de cette affaire. Je n'ai aucun élément d'information. Je n'ai pas accès au dossier. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Mais je vois la détresse d'une famille qui ne se satisfait pas de la vérité qu'on lui a présentée. Donc, à partir de là, ça mérite des explications claires, transparentes. Ça veut dire que l'État doit intervenir? C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu le ministre de l'Intérieur, on n'a pas entendu le Premier ministre sur cette affaire-là. Or, ça a des conséquences très concrètes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des violences à Beaumont-sur-Oise. Et ça a des conséquences très concrètes. Ce sentiment d'exclusion dans lequel vont se reconnaître beaucoup de jeunes. Ce n'est pas juste la famille de M. Traoré. C'est tous ceux qui ressemblent à la famille de M. Traoré qui peuvent se projeter dans cela. Et il ne faut pas chercher ailleurs l'une des raisons de la fracture identitaire dont je parlais tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut que les pouvoirs publics apportent de la considération à cette famille désœuvrée. Ils ont posé des questions. Manifestement, les réponses ne les satisfont pas. Le désir de comprendre n'est pas un crime, n'est pas un délit. Un jeune qui entre sur ses deux pieds dans un commissariat et qui en ressort les deux pieds devant, effectivement, il n'aurait pas le droit de poser des questions. Je crois qu'il faut aujourd'hui, après cela, travailler au rapprochement des jeunes et des forces de l'ordre. C'est pour ça que moi j'ai proposé deux mesures importantes. La restauration de la police de proximité, supprimée par Nicolas Sarkozy, ça a été une erreur. Et deuxièmement, l'expérimentation du fameux récépissé de contrôle au faciès, qui est une promesse de François Hollande qu'il n'a pas tenue vis-à-vis de ces jeunes-là. Et ce n'est pas l'opprobre jeté sur la police, parce que je vois que Manuel Valls, par ailleurs, propose qu'on colle sur la poitrine des policiers une caméra à 1 000 € l'unité. Franchement, je crois que le récépissé, qui est en plus anonyme, qui n'expose personne, y compris les policiers, serait une bonne chose. Et là où ça a été tenté, ça a été bien. Parce que aller après ça, leur parler des valeurs de la République, c'est très compliqué. Donc Bernard Cazeneuve doit intervenir? Bien sûr, au moins pour recevoir la famille et puis les rassurer sur le déroulé d'une enquête transparente et impartiale. Je crois qu'on ne peut pas continuer avec ces manifestations qui donnent le sentiment que la France et les États-Unis. Et je crois d'ailleurs que les médias américains sont intervenus pour dénoncer l'impunité qui règne en France. Il ne faudrait quand même pas que les Américains nous donnent des leçons dans ce domaine. Un mot des JO de Rio maintenant. La cérémonie d'ouverture, c'est vendredi. Quand on regarde l'état de quelques-unes des infrastructures, quand on voit aussi l'état de l'eau dans la baie de Rio. Le Brésil, c'était une bonne idée?
Oui, parce qu'en fait, vous savez souvent que le sport, malgré les apparences, a quelque chose de très diplomatique. Oui. Le Brésil, Rio, c'était le symbole d'une puissance émergente qu'il fallait donc accompagner aussi en matière de diplomatie sportive. Mais vous savez qu'à côté du Brésil, il y a la Guyane. Et la Guyane, c'est un département français. À l'époque, quand j'étais au ministère des Sports, nous avions fait de la Guyane la base avancée des Jeux de Rio. C'est-à-dire, on avait mis en place, et ils existent, des installations à la fois sportives, hôtelières, pour permettre aux équipes d'être accueillies. Donc j'invite les sportifs qui ne sont pas satisfaits de l'accueil à Rio de se rendre sur la base avancée de Guyane, où nous avons, avec les autorités à la fois nationales, mais aussi les représentants locaux, mis en place un système d'installation qui est très bien et dans lequel ils pourront trouver satisfaction. Nos Français vont briller? Ben, je le souhaite, je l'espère, bien sûr. Est-ce que vous savez que le trampoline est une discipline olympique? Non, je ne savais pas. On l'a découvert ce matin sur iTélé. Du foot maintenant avec les Bleuettes qui sont sacrées championnes d'Europe. Les Françaises des moins de 19 ans, ça y est, tout comme les Bleuets. Tout comme les Bleuets, oui. Bravo, non? L'avenir est assuré, manifestement. Nous avons là une génération extraordinairement brillante qui règne sur le toit de l'Europe. C'est formidable. Et puis, mention spéciale pour les filles, parce que le football féminin est en train de gagner ses galons médiatiques, si je puis dire, parce qu'elles en souffrent beaucoup. Mais sur le terrain économique, ce n'est évidemment pas ça, puisque vous savez très bien, voilà, elles gagnent beaucoup moins que les hommes. Les conditions d'entraînement, à part quelques professionnels, ne sont pas les mêmes que celles des hommes. Donc il faut les encourager, continuer à les suivre, y compris sur le plan des audiences à la télévision. De manière plus globale, pour refermer cette interview, Ramayad, est-ce que vous pensez que les politiques, en 2016, généralement, sont à la hauteur? Non, et c'est très difficile de faire de la politique quand les Français n'y croient plus. C'est clair que ça fait 30 ans qu'on a les mêmes. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une question d'âge, parce qu'honnêtement, il y en a qui ont 30 ans, 40 ans, qui n'ont jamais fait que ça. C'est aussi un problème de renouvellement des idées. Lorsque moi, je me présente à la présidence de la République, vous savez comment ils accueillent ma candidature, avec les sarcasmes des dinosaures qui se complaisent dans des fiefs où ils se font élire et réélire depuis 20-30 ans. Ils ont échoué dans tous les domaines, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière de lutte contre le chômage ou en matière simplement de vivre ensemble, comme ils disent aujourd'hui. Donc face à cet échec collectif, voire même une forme de lâcheté, parce qu'il y a tellement de renoncements dans ces échecs-là, parce qu'on savait ce qu'il fallait faire, eh bien il faut renouveler les générations. Il faut faire le pari de l'avenir, comme d'autres pays l'ont fait. Regardez, aux États-Unis, Obama termine 2 mandats. Une femme va peut-être être présidente des États-Unis. En Italie, plus proche de nous, Matteo Renzi était Premier ministre à l'âge de 39 ans. Podemos révolutionne l'Espagne. Sadiq Khan était maire de Londres. Et il n'y aurait que la France où ça ne changerait pas. Mais qu'est-ce que les Français ont fait pour mériter une telle punition? Ça veut dire que la relève, c'est vous? Ben bien sûr, moi et d'autres, mais les Français doivent pouvoir nous faire confiance. C'est une question à la fois d'expérience, parce que je ne suis pas le perdreau de l'année, j'ai aussi une expérience gouvernementale, mais en même temps, nous avons suffisamment l'envie pour ne pas considérer qu'être président de la République, c'est un bâton de maréchal. Il y a trop de candidats qui considèrent qu'après 30-40 ans de vie politique, être président, eh bien, c'est la conclusion, le couronnement d'une carrière. L'apothéose. L'apothéose. Et donc, vous croyez bien que ceux-là, lorsqu'ils arrivent à l'Élysée, ils n'ont plus envie de rien faire. Parce que c'est la fin pour eux. C'est la fin de l'histoire. Donc, j'invite les Français à faire le choix d'hommes et de femmes pour lesquels, de femmes surtout, c'est le début de l'histoire. Et donc, l'envie d'agir derrière pour la génération qui vient. Et ce sera beau de la fin. Merci Ramayad d'être venu nous voir ce matin sur iTélé.